Ok, donc on va commencer cette deuxième partie du cours de robotique et automatisation dédié aux applications de la commande numérique. Donc je vous rappelle, le but de ces 5 séances de cours, c'est de vous donner les bases nécessaires pour réaliser les TP du même module qui s'appelle aussi robotique et automatisation. Vous aurez un TP Segway, enfin plutôt 2 TP, un gros TP de 8 heures où vous allez faire un Segway en Lego et un TP où vous allez manipuler sur des automates programmables Siemens, et un TP où vous allez voir le correcteur PID numérique qui est le correcteur le plus répandu dans l'industrie. En gros, ce module de formation robotique et automatisation vise à vous donner les compétences de base que tout ingénieur devrait avoir en robotique commande numérique. Donc dans cette deuxième partie, on va commencer par une petite introduction, parce que jusqu'à présent, je pense que ma collègue ne l'avait pas fait, Madame Barra vous a parlé des outils mathématiques nécessaires pour comprendre la commande numérique, donc notamment la transformation en Z. Là, avant de parler des applications, enfin de l'application des outils théoriques, je vais d'abord vous parler des applications pratiques elles-mêmes qui sont animées par ces systèmes de commande numérique, en les classant en différentes catégories avec un certain nombre de vidéos, histoire que vous puissiez bien visualiser quels sont les domaines d'application de ce cours. Donc on va commencer par des systèmes génériques. Générique, ça veut dire qu'il s'applique à tout type de système, hein, c'est vraiment... ensuite on peut le décliner dans tous les secteurs industriels. Et on va voir juste deux systèmes génériques, hein, donc le système motoréducteur, hein, donc un moteur asservi en position, ça c'est ultra classique. Et après on en verra un autre qui est un peu plus rare finalement, mais enfin qui existe quand même, que vous pouvez côtoyer, il suffit que vous croisiez un Segway dans la rue, hein, par exemple. C'est le pendule inverse, donc un système qui est naturellement instable et que la commande numérique va rendre stable. Et après on va mettre tout ça en contexte réel, avec différents secteurs d'application, le domaine spatial, aérien, les véhicules terrestres, hein, le domaine industriel, et je vais essayer de vous parler aussi, si j'ai le temps, des applications d'avenir. Alors on va commencer par des applications génériques. Tout d'abord le système motoréducteur, avec une petite vidéo. Okay, so what you can see in this experiment is we have a drive motor here that drives this drive inertia. We go through a belt, which is simulating the gear systems of this load inertia. So the drive runs in this direction. Both of these inertias have shaft encoders on them, so we can take the feedback from these two encoders, go back through the computer and implement control algorithms on this drive motor. So here you can see the model of that. Bon, alors là, vous en profitez pour acquérir aussi le vocabulaire lié à la commande numérique. Alors, il a parlé de encoder, shaft encoder, ça veut dire codeur incrémental en français, c'est la mesure de position. C'est un moyen numérique de mesurer la position. Vous connaissez peut-être le potentiomètre rotatif, ça c'est la façon un peu low cost de mesurer une position que vous avez dans les servomoteurs de bas de gamme de modélisme par exemple. Mais là, dans le secteur industriel, la mesure de position se fait au moyen de codeurs incrémentaux qui sont quand même beaucoup plus précis et beaucoup plus fiables. Il a parlé de belt, donc de courroie. Vous avez vu, entre le moteur et la charge, il y avait une courroie. Il a encore dit load, hein, une charge justement en rotation, donc une inertie dont on peut changer l'inertia, donc l'inertie en changeant la position justement de la courroie. Et là, sur ce plan, c'est un plan sur l'écran de l'ordinateur qui fait la commande numérique. Commande numérique, ça veut dire qu'il y a un ordinateur. Hein. Donc actuellement, pratiquement tous les systèmes maintenant sont commandés par des calculateurs, même si ça ne se voit pas. Hein. Il y a encore 20 ans en arrière, on va dire,
le ratio entre les systèmes commandés par des calculateurs et les systèmes commandés par des systèmes analogiques, à base d'ampli-op, de résistance et de kappa, était beaucoup moins favorable aux calculateurs. Par exemple, rien qu'ici, dans ce bâtiment-là, la régulation de température, si vous allez au niveau 0, hein, vous avez peut-être vu dans l'ascenseur, il y a un niveau 0, mais vous ne pouvez pas y aller parce qu'il est verrouillé. Hein, et il y a une espèce d'immense salle avec plein de tuyauteries au niveau 0. C'est la centrale de traitement d'air du bâtiment où nous sommes. Et il y a une régulation de température. À la construction de ce bâtiment en 1995, c'était une régulation analogique. Hein, donc un régulateur analogique avec des ampli-op, enfin vraiment old school, quoi, qui marchait très très mal, hein, qui surconsommait de l'énergie. Il a été remplacé par un tout petit régulateur Siemens, donc à base de microcontrôleur, une commande numérique. Ça a permis de faire des économies substantielles de chauffage, hein, sur toute l'année. Je crois que c'était estimé à 20 000 €, hein, donc c'est pas rien. Et en plus un confort pour les utilisateurs bien meilleurs. Il y avait des problèmes d'oscillation avec l'ancienne régulation qui a pas pu. Donc, j'en reviens à mon propos. Hein. Commande numérique veut dire ordinateur. Ordinateur, interface graphique. Donc là, vous avez une partie de l'interface graphique avec notamment les champs ici où on peut changer 3 coefficients. Le coefficient proportionnel, le coefficient dérivé et le coefficient intégral. P, I, D, numérique, parce que c'est dans un ordinateur. Et là, le propos de cette vidéo va être de vous montrer comment on règle un correcteur PID. Hein. Le correcteur PID, c'est vraiment le correcteur qui a eu le plus de succès dans l'industrie. Il y a une bonne raison à ça, c'est qu'il est extrêmement simple à régler. Par contre, il ne marche pas sur tous les systèmes. C'est très difficile, c'est pas impossible, mais c'est très difficile de corriger un système instable en eau couverte avec un PID. C'est très difficile de corriger un système très peu amorti avec un PID. Mais il se trouve que les systèmes pathologiques que je mentionne représentent une infime fraction, hein, de l'ensemble des systèmes. Donc pour l'immense majorité des systèmes, le PID numérique fait parfaitement l'affaire. Et pour les 5% qui restent, il faut des compétences d'ingénieur un peu plus poussées, hein, pour la commande. Alors, évidemment. Okay, so what you can see in this experiment, shaft encoders on them, so we can take the feedback from these two encoders, go back through the computer and implement control algorithms on this drive motor. So here you can see the model of our feedback loop. The mechanical plant model is here, and here I have my PID controller, and I can set in proportional, derivative, and integral gains to whatever values I choose, and so implement any PID controller I want to. Okay, so first of all, we're going to start with a simple proportional gain for the controller, and we're going to execute a closed loop step. Premier essai, un simple proportionnel. Okay, so the commanded response is shown here in red, the step, and the actual response is shown here in green. And you can see that the response is kind of sluggish, and we have a big steady state offset, and a little bit of... Alors, the response is a kind of sluggish, ça se traîne un peu, c'est lent, hein. Et en plus, il y a un steady state offset. Steady state, ça veut dire régime permanent, offset, ça veut dire écart. Et effectivement, la consigne, vous la voyez là-haut, elle est en rouge, c'est là où on veut aller normalement pour l'angle. Et la mesure, elle est en vert, et on voit que la mesure n'atteint pas la consigne. Pour un asservissement, c'est plutôt un problème. Imaginez l'asservissement de température, toujours du bâtiment où nous sommes. Si on met 20 degrés et qu'en fait, il y a une erreur là alors on ne voit pas le bas, mais on imagine que ça doit être 30% d'erreur par là. Hein. Donc 30% d'erreur de 20 degrés. Alors soit on aurait très chaud, soit on aurait très froid, mais on ne serait pas à l'aise dans cette pièce. Donc en général, la commande numérique, enfin tout type de commande, on cherche à avoir une erreur en régime permanente nulle. Ça, vous savez, il faut mettre un intégrateur. Ici, effectivement, on n'a pas mis d'intégrateur, donc c'est un peu normal, on s'y attendait. Il y a aussi un dépassement, alors c'est sluggish, c'est lent, mais ça dépasse aussi. Hein, et un dépassement, c'est pas toujours souhaité. Hein, ça dépend du cahier des charges qui vous fixe ce gabarit, mais souvent on veut éviter le dépassement. Alors là, on va aussi voir comment éviter ça avec un PID. Creeping in,
but certainly it's too slow and it has too big an error to be acceptable. So now we'll run this higher gain controller. And that speeded things up, but as you can see, it puts a lot of oscillation into the response, and I'm pretty close to going unstable. So now you see with the larger... Bon, il a juste augmenté le gain, il se dit, bon, ok, il y a une grande erreur. J'ai pas assez d'énergie apparemment pour aller jusqu'à la consigne. Si j'augmente le gain, il va multiplier l'erreur va être multipliée par le gain et la commande va donc être plus forte et logiquement je devrais aller plus loin vers la consigne. Mais une augmentation du gain s'accompagne aussi d'une marge de phase qui est détériorée. Vous voyez des oscillations qui sont beaucoup plus importantes à la limite de l'instabilité. Donc ça on ne veut pas, clairement, un asservissement qui fait ça. Imaginez votre régulateur de vitesse, qui réagit comme ça, on aurait le mal de mer. Donc c'est pas la bonne solution. Le P tout seul ne peut pas faire de miracle. Okay, so what I've done now is I've added a little bit of a derivative term. So now I have a PD, proportional plus derivative controller. And the fact that I allow feedback of the derivative gives me a bit of anticipation and should let me run with a much better transient response. Okay, so now you can see that the response of this PD controller is much improved. Alors, on l'entend aussi, je ne sais pas si vous l'avez entendu, hein, le choc au départ du terme dérivé, il dérive un échelon. Quand on dérive un échelon, ça fait un Dirac. Un Dirac d'énergie, de commande hein, au niveau du moteur, bah, ça s'entend, c'est impulsionnel. Et on le voit bien, il va beaucoup plus vite, hein, il monte beaucoup plus vite. Et en plus, le dépassement est plus faible, hein, donc ça c'est typiquement l'effet du terme dérivateur. Mais ce terme dérivateur ne va pas régler notre problème d'erreur statique. Vous voyez qu'elle subsiste, elle est faible, mais elle subsiste. Donc c'est le même gars qu'avant hein, qui faisait des oscillations énormes. Là, hein. Donc on a rajouté le D, ça supprime les oscillations, ça accélère le système. Hein. Ça c'est typiquement l'effet d'un terme dérivé. Mais un terme dérivé ne peut pas compenser l'erreur en régie permanente. Hein. Pour ça, il faut le terme I. I get a much faster response and pretty good steady state tracking, although I still have a little bit of steady state error that I'd like to get rid of. So now I've added a little bit of integral action, so I have a true PID controller, proportional integral derivative, and what we'll see is a very similar transient response, but now the integral action will take out that little bit of steady state error. So there you see the integral response creeping you to steady state, and there again. So now you can see with the PID controller, I get that same nice fast response with a minimal... Alors, pour ceux qui ont l'œil, vous avez vu l'effet assez lent finalement du terme intégral. Hein. Vous voyez, au début, c'est le terme dérivé proportionnel qui agisse. Hein. Alors là, manifestement, il est allé un peu trop haut. Et ensuite, à partir de cet instant-là, on voit une courbe qui lentement converge vers la consigne. Hein. Et cet effet-là, on voyait aussi sur les roues. Hein, donc on voyait la roue qui allait un peu trop loin et ensuite une correction lente pour ramener l'erreur à zéro. Donc ça c'est typiquement le réglage hein, d'un PID et comme ces actions sont très différenciées, hein, le I qui augmente aussi le dépassement, hein, vous notez, hein, ça c'est normal, hein, le terme intégral c'est un intégrateur, l'intégrateur fait moins 90 degrés de phase, donc va détériorer la marge de phase, donc va augmenter le dépassement. Mais il corrige l'erreur statique. Le D permet d'accélérer le système, d'augmenter la marge de phase, donc de diminuer aussi le dépassement. Alors on va passer maintenant à la deuxième manip, donc le pendule inverse, manip générique. All right, so here we have an alternative inverted pendulum setup. In this case, the linear one. I have a drive motor here that through this belt moves this cart, and the arms on the pendulum here are just completely free to swing. They're not actuated at all. So the idea is that by moving this cart, I should be able to balance the pendulum in the upright position. So now let's see a demo of this pendulum in action.
Bon, alors la première phase, là, c'est totalement non linéaire. C'est pas celle qui va nous intéresser parce que ce cours ne traite pas les systèmes non linéaires. Les systèmes non linéaires sont vus par ceux qui vont choisir l'option ISAV. Il y a un cours spécifique, d'ailleurs que de master, parce que c'est vraiment de la commande avancée pour les systèmes non linéaires. Mais quand le système est dans cette position-là, on bascule vers un... Là, il y a un switch qui est fait entre la commande non linéaire qui passe le bras de la position basse à la position haute, vers une commande linéaire, celle-ci, que vous allez... D'ailleurs, c'est le même modèle que vous allez utiliser pour le Segway. Donc, vous voyez, c'est générique, ça c'est le modèle du Segway. On peut linéariser parce qu'on va supposer que l'angle, l'écart du pendule inverse par rapport à la verticale va être très faible. Donc il y a des sinus de θ qui vont pouvoir être approximés par des θ. Il y a des cosinus de θ qu'on va pouvoir approximer par un 1. Voilà. Il y a aussi des vitesses qu'on va pouvoir négliger parce qu'on va considérer qu'il n'a pas le temps d'aller très très vite. Et tout ça fait qu'on va se retrouver avec un système linéaire. Linéarisé, il n'est pas vraiment linéaire, mais vu son domaine de fonctionnement, il est linéarisable. Et donc là, il nous explique ensuite le comportement de ce système par rapport à des perturbations. Vous allez voir qu'il va solliciter le pendule au niveau du kart. Le kart, c'est le mobile, avec une certaine sensibilité à cette perturbation. Et il va aussi solliciter directement le pendule inverse et on va voir la réaction de ce système qui est aussi une commande numérique. Derrière, il y a un calculateur qui a une fréquence fixe, là je pense que c'est plus d'une centaine de Hertz, va interroger le capteur d'angle ici du pendule inverse. La position aussi, enfin il y a un capteur qui mesure la position en translation du mobile et il y a un moteur qui actionne via une courroie crantée, donc la position du mobile. Et c'est le calculateur qui renvoie probablement au moins 100 fois par seconde, voire plus, une réactualisation des commandes de ce moteur en fonction de ce qui est mesuré. So now we have the controller running and the cat stabilized in the upright position. It's using two sources of feedback. One is it's getting the angular position of the pendulum rods, and two is it's getting effectively the cat position from the angular position on this drive motor. As you see, it can reject disturbances and try and push the cat around. It'll fight that off. And it can even reject disturbances on the pendulum rods, although obviously it's much more sensitive to that. That's a tough disturbance to reject. Now, in the sort of swing-up demo that you saw earlier, there were actually two controllers in operation. You used a rule-based controller to execute that swing-up maneuver, and then once it got into the capture range, it switched to this more conventional optimal controller. Voilà, donc il a dit exactement ce que je vous dis, mais en anglais. Et on va maintenant passer aux applications réelles. Tout d'abord, dans le domaine spatial, alors je vais aussi vous présenter les évolutions. Quand je vous dis qu'actuellement, tous les correcteurs, même des asservissements extrêmement basiques qu'on pouvait faire à bas coût avant avec des composants analogiques sont faits maintenant avec des calculateurs. Dans le domaine spatial, qui a commencé pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, on avait initialement aussi des systèmes de régulation purement analogiques. Alors là, on a pu récupérer, vous voyez une photo là, c'était assez compliqué pour récupérer cette photo, donc pas de résolution extraordinaire. C'est le système de commande de la fusée V2. Alors vous savez peut-être, ou pas, je ne sais pas, que la mission Apollo a été rendue possible grâce aux nazis. Il y a ce qui est. Ils ont récupéré un nazi, qui était von Braun, qui était l'ingénieur en chef du programme V2, et c'est grâce à lui que les Américains ont pu aller sur la Lune. Les Russes, ils avaient Korolev, je crois, donc l'homologue russe, mais
J'étais pas un nazi. Hein. Et donc voilà alors un des problèmes clés était la stabilisation. Alors je vous montre d'abord les images d'archives de la fusée V2 pour vous convaincre que stabiliser un système de pendule inverse, parce que là on est dans le cas générique pendule inverse, hein, une fusée ça pousse vers le bas. Hein. Le centre de gravité est au-dessus du moteur. Hein. Donc c'est comme quand vous essayez de maintenir je sais pas, un bâton sur votre doigt et puis vous faites les corrections visuelles d'ailleurs. Hein. Si vous fermez les yeux, vous ne pouvez pas y arriver. Hein. Donc c'est un asservissement visuel que vous faites de stabilisation. Quoi. Mais dès que vous arrêtez de stabiliser, ça tombe. Bah, une fusée, c'est pareil. Et vous allez voir dans ces vidéos d'archives assez intéressantes que stabiliser une fusée, au début, c'était un vrai challenge. Surtout qu'on n'avait pas de calculateur et qu'on utilisait des systèmes avec des amplis à tubes. Là. Nazi Germany first launched the V-2 in 1942. At 46 feet, it was as tall as a 4-story building, and by the end of World War II, it would be carrying bombs across the English Channel to London. But many lessons had to be learned before it could rain down its deadly payload onto unsuspecting English citizens. During its genesis, the V-2 suffered seemingly every imaginable type of malfunction. Problème d'asservissement de verticalité. And the reasons were every reason under the sun. One typical problem was the engine would start and then it would cut off. Very often just above the launch pad. Guidance problems included everything. Jet vanes that didn't work, electronic failures, you name it. I think it just shows you how fragile and new this technology was. The V-2 was blowing itself all over the landscape because it was new. I mean, every nut and bolt in that thing was not only invented from scratch, but under intense pressure from the Nazi government to get this thing built and flying right now. Despite its early problems, the V-2 ultimately would serve as a revolutionary prototype for the modern rocket designs that followed. The Nazi engineers who designed the V-2, including their leader, Werner von Braun, would eventually immigrate to the United States after the war. What they learned from the V-2 failures would play a crucial role in rocket engineering's most dramatic achievement just Ok, alors, entre le V2 et Ariane, il n'y a pas grand-chose en commun à part le modèle. Hein, le modèle reste le même, c'est-à-dire c'est un système, le deuxième système générique là, que je vous ai présenté, un peu plus compliqué parce que c'est pas seulement une rotation, hein, on est en 6 degrés liberté, mais n'empêche, hein, c'est dans cette catégorie-là que ça se range, et la fusée Ariane est évidemment pilotée par calculateur. Qui dit commande numérique, dit ordinateur, je l'ai déjà dit, mais dit aussi code informatique. En général, c'est un code qui est écrit en C. Il vaut mieux qu'il soit écrit dans un langage qui soit temps réel, qui soit le plus proche possible du langage du microprocesseur. Le C, un des langages les plus proches du langage machine. Donc, en C, on peut commettre des erreurs. Et la première fusée Ariane 5, il lui est arrivé ça. Alors avant il y avait Ariane 4 hein, et donc évidemment les ingénieurs se sont dit bon on a un code là qui fonctionne super bien, un code temps réel en plus, on va prendre le même pour l'Ariane 5 et on va l'adapter, on va changer les paramètres, etc. Donc c'est ce qu'ils ont fait et puis le premier vol s'est plutôt mal passé. Alors ça va être très court. Voilà, c'est passé ça. Donc je vais expliquer. C'est les fameuses chaînes YouTube dédiées à tous les types de crash. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, ça faisait un peu comme le V2. Hein, enfin, un des V2 là, qui commençait à prendre un angle par rapport à la direction de translation. Hein, parce qu'une fusée a une translation, une vitesse de translation, et normalement, si tout va bien,
l'angle de la fusée par rapport à ce vecteur de translation doit être nul. Sinon, il commence à y avoir de l'incidence sur les flancs de la fusée, et la fusée n'est pas du tout conçue pour supporter un vent de travers comme ça. Et donc, elle explose. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous ai extrait de Wikipédia la cause ultime du problème qui a été décortiquée suite à l'envoi de télémesures. À l'époque, on faisait déjà évidemment maintenant, c'est beaucoup plus développé, mais à l'époque déjà, les fusées envoyaient toutes les données des calculateurs de mesure en temps réel pour une analyse a posteriori. Et donc la conclusion, alors je vais quitter le mode diaporama parce que je l'ai noté en commentaire, je ne veux pas me planter. Bon, c'est super petit, du coup, j'arrive pas à lire. Alors, ça a coûté 370 millions de dollars. Alors, à cause de différences dans la trajectoire, il y a dans le code de commande de la fusée une conversion d'un 64 bits floating point en un 16 bits signed integer, qui a causé une erreur hardware exception, donc une erreur au niveau du CPU. Et donc c'est un cast d'un float vers un signed int de 16 bits, donc c'est un short. Un cast d'un float, d'une variable float vers un short qui a causé cette erreur, parce qu'il y a eu une saturation, je crois. Ouais, c'est ça. Alors, le code, c'était de l'ADA. Autant pour moi, là, c'était pas du C. L'ADA, c'est un langage qui est très utilisé dans l'aérospatial, dans l'aéronautique aussi. C'est un langage robuste aux erreurs. Mais là, pour le coup, ils ne savaient pas comment corriger cette erreur. Il se trouve que le float allait trop... Évidemment, la fusée était en plus grosse que la version précédente. Les extrusions des valeurs étaient beaucoup plus larges. Et le short, qui était le résultat de conversion, ne pouvait pas contenir, était trop limité pour contenir la conversion. Et du coup, il y a eu une saturation au niveau d'un actionneur peut-être de correction des angles. Et là, la fusée a commencé à prendre de l'incidence par rapport à son vecteur vitesse et elle a explosé. Donc 370 millions de dollars. Un pauvre bug de cast que tout le monde ici peut-être a déjà fait, quoi. Et là, c'est pas des débutants. Donc ça peut arriver à tout le monde. Et quand c'est du code aussi critique de commande numérique, et le commande numérique, c'est pas des longs codes, c'est pas des millions de lignes de code, c'est pas la suite Office. Heureusement. Mais c'est en général très peu de lignes de code, mais qui sont critiques. Et par expérience, des programmeurs débutants, donc des étudiants, les 10 lignes de code des TP de commande numérique qu'on demande de faire au cours optionnel de ZA, moi j'ai déjà vu absolument toutes les combinaisons possibles imaginables sur ces 10 lignes de code d'erreurs. Et dont certaines qui sont incroyablement créatives. 10 lignes seulement. Donc, et la moindre erreur en commande numérique, c'est l'échec de l'asservissement. Donc si c'est une fusée, c'est 370 millions de dollars. C'est aussi ça la commande numérique. Donc il faut des ingénieurs rigoureux, extrêmement rigoureux. Alors on descend un peu sur Terre, on passe au secteur aérien, domaine aérien. Vous avez peut-être déjà vu, si vous étiez assis à un hublot qui est au-dessus de l'aile d'un avion, lorsqu'il est en régime de croisière, vous avez des petits volets tout près du fuselage qui font des mouvements plus ou moins rapides, et d'autant plus rapides que l'avion traverse des turbulences. Vous avez déjà vu ça? Non? Jamais pris l'avion. Bon, faites l'expérience. Enfin, si jamais vous êtes au niveau de l'aile, regardez au niveau de l'arrière de l'aile, près du fuselage, vous avez des tout petits volets comme ça qui réagissent, qui sont censés corriger donc les fluctuations, les perturbations liées aux turbulences. Ça, c'est l'autopilote.
Hein. L'autopilote ne pilote pas que ça, mais c'est ça qu'on peut voir en tant que passager. On ne peut pas voir l'action sur la dérive derrière, la profondeur non plus, hein, ça c'est pas visible. Le seul truc qui est visible, c'est au niveau de l'aile. Ça c'est une commande numérique. Hein. Actuellement, les avions de ligne sont pilotés par des calculateurs. C'est des modèles à retour d'état qui sont bien maîtrisés, hein, où même tous les paramètres, tous les coefficients portent un nom, sont parfaitement connus par les ingénieurs qui développent les commandes de ces appareils. Les avions de chasse, actuellement, le Rafale est non commandable en boucle ouverte. Donc il y a 3 calculateurs hein, redondants qui fonctionnent sur un avion de chasse, tous les avions de chasse, hein, pas que le Rafale. Mais le Rafale il est particulièrement manœuvrable, donc c'est d'autant plus critique hein, que sur cet appareil-là. Donc si les calculateurs tombent en panne, il y a une seule solution, s'éjecter. Hein, il est impossible de piloter un appareil comme ça manuellement. C'est impossible. Donc c'est un système instable en boucle ouverte. Il faut les calculateurs pour stabiliser l'appareil. Et c'est de la commande numérique aussi. On descend encore un peu plus sur Terre. Là, peut-être des domaines que vous connaissez, les drones. Et il y a un nouveau domaine. Alors les drones, là en l'occurrence c'est un quadrotor, hein, mais il y en a différents types. Et là, c'est un quadrotor de course. J'ai choisi les drones de course parce que ce sont ceux sur lesquels on voit le mieux, finalement, les aspects dynamiques et les aspects commandes qui sont sous-jacents. Un drone, un quadrotor, vous pouvez difficilement le piloter à la main. Imaginez que vous ayez une commande avec 4 joysticks qui sont les commandes de poussée des 4 moteurs. Je vous souhaite bien du courage pour stabiliser le drone. Hein. Un drone, c'est pas comme ça qu'on le pilote. Hein. On ne pilote pas séparément les 4 rotors. Hein. On a ce qu'on appelle un flight controller qui est équipé d'une IMU, d'une centrale inertielle, qui elle-même va mesurer avec une fréquence qui est de l'ordre d'une centaine de hertz, voire plus, l'inclinaison, l'orientation du drone. Et en fonction de ces informations-là, le calculateur va envoyer des ordres de vitesse, de commandes de vitesse différents, éventuellement aux 4 rotors, de manière à stabiliser. Et voilà ce que ça peut donner quand on est doué. Donc il y a une discipline qui s'appelle... Donc là, ce que vous entendez, c'est les asservissements de vitesse, hein, les variations de vitesse des hélices de drone. Hein. Vous voyez le genre de vitesse qu'on peut atteindre avec un petit drone comme ça. Et s'il n'y avait pas la commande numérique qui stabilise, c'est impossible de faire ça. Alors vous voyez la dynamique de vol là, de ces appareils, hein, il faut que ça tourne très très vite hein, pour stabiliser. Alors il n'y a pas que le flight controller hein, qui fait la stabilisation de l'assiette du drone, il y a aussi les asservissements de vitesse des moteurs qui sont des brushless. Et ça c'est fait avec des tout petits composants qui s'appellent des ESC, Electronic Speed Controller, qui assurent l'asservissement de vitesse des moteurs de drone. Vous les entendez, hein, les hélices ne tournent pas tout le temps à la même vitesse. Hein. Alors là, on reste résolument sur Terre et on arrive au domaine du véhicule, de la voiture. Alors il y a plein d'asservissements. Maintenant, il y a plein de commandes numériques hein, dans la voiture. Vous avez peut-être entendu parler. Alors la version la plus évoluée, c'est sans doute le pilotage automatique. Hein. Tesla propose ça maintenant de série. Hein. Alors encore avec quelques petites glitches hein, liées au fait que c'est un asservissement qui exploite des capteurs qui sont quand même assez difficiles à exploiter en général. Hein. Donc c'est une caméra et un lidar. Hein. Le lidar c'est la clé de cette technologie de pilotage automatique. Hein. Mais c'est de la fusion de données entre caméra, lidar, sonar, éventuellement télémètre et la cartographie
Ça c'est très important, avec éventuellement une cartographie de type Google Street View. Vous pouvez faire du matching entre ce que vous voyez avec la caméra et ce que vous avez dans votre cartographie. Donc tout ça mis ensemble, ça fait normalement quelque chose de relativement robuste, avec des informations redondantes qui peut fonctionner même par temps de brouillard quand on ne voit pas grand-chose, mais qui n'est pas infaillible. Hein. Vous avez sans doute entendu parler de ces Tesla qui royalement foncent sur le séparateur central entre deux branches d'autoroute, hein, parce qu'elle a suivi la ligne d'une des branches et la ligne de l'autre branche, s'est dit je reste au milieu de la route, et s'est pris le divider de plein fouet, quoi. Et le problème, c'est que la personne est morte parce que juste avant, il y avait quelqu'un qui s'était pris le plot en plastique qui est censé amortir, et donc là, il restait plus que le béton. C'est pour ça qu'il y a eu là un mort. Alors ça, c'est la version la plus évoluée, mais vous avez plein d'autres asservissements dans le véhicule. Au fur et à mesure que les véhicules s'électrifient, deviennent plus intelligents aussi, il y a des commandes numériques qui apparaissent. Évidemment, la clim automatique, c'est une commande numérique. Le régulateur de vitesse, c'est une commande numérique. Vous avez au niveau du moteur, sur les hybrides par exemple, même sur d'autres motorisations, la gestion de la température moteur, c'est une commande numérique. Bon, je ne vais pas lister tout. La direction assistée, c'est une commande numérique, un asservissement de couple. Et peut-être ce qui est plus utile, et ce qui est sur l'immense majorité maintenant des véhicules, voire tous les véhicules commercialisés au-delà je ne sais plus, peut-être 2015, hein, sont maintenant équipés d'un contrôle de trajectoire et évidemment de l'ABS. Hein. Maintenant, il n'y a plus aucun véhicule qui n'ait pas l'ABS. Alors, j'ai deux vidéos qui vous expliquent. Alors, c'est Bosch qui a inventé ça. Hein. Je ne sais pas si vous le savez, hein, Bosch, ils sont assez actifs évidemment dans l'équipement auto, et ils sont assez créatifs aussi, et donc ils sont à l'origine de l'ABS et du contrôle de trajectoire, qui s'appelle ESP chez Bosch et qui s'appelle maintenant autrement chez les autres, parce que j'imagine que c'est tombé dans le domaine public depuis le temps. Alors voilà le principe. Une autoroute bien dégagée, tout semble parfait. Soudain, un bouchon dans un virage. Le conducteur pile et essaie d'éviter l'accident. Mais le véhicule ne répond plus à ses tentatives de braquage. Sans ABS, les roues bloquent. Impossible de diriger la voiture. Une autoroute bien dégagée, tout semble parfait. Soudain, un bouchon dans un virage. Le conducteur pile et peut éviter l'accident en braquant à gauche. Avec l'ABS, on peut diriger sa voiture même si l'on freine à fond, car l'ABS évite le blocage des roues. Bosch, des technologies pour la vie. Alors, ça c'est le principe, hein. Je vais quand même vous en dire un peu plus. Où est la commande numérique là-dedans? Quels sont les capteurs? Les capteurs, ils sont au niveau des roues. Vous avez des codeurs optiques au niveau des roues. Hein. Je ne sais pas, pour quelqu'un qui a peut-être déjà démonté une roue, hein, ça c'est un fil, hein, qui arrive au niveau du moyeu. Ce fil, il ne faut surtout pas le débrancher, il ne faut surtout pas le casser, hein, parce que sinon votre système de correction de trajectoire et le système ABS va se mettre en erreur. Donc c'est en général optique, c'est parfois magnétique, mais maintenant c'est plutôt optique. Ça mesure, c'est comme un codeur incrémental, ça peut mesurer même la position, mais c'est plutôt utilisé pour mesurer la vitesse de la roue. Et donc quand cette vitesse tombe à zéro, parce que tout d'un coup l'adhérence, le pneu commence à glisser sur la route, hein, donc la roue se bloque, ces capteurs-là informent en temps réel et avec une fréquence très très élevée, hein, de genre l'ordre du kilohertz, un calculateur central qui va être informé, attention, cette roue s'est bloquée. Comment il peut éviter qu'elle se bloque? Parce que vous appuyez comme une mule sur votre pédale de frein, il ne va pas avoir le temps de vous dire, un buzzer par exemple, relâche un peu ta pédale, tu es en train de bloquer, si tu veux tourner, tu as intérêt à freiner moins fort. Ça ne peut pas marcher. Donc c'est une action directe sur le système de régulation de la pression de liquide de frein. Donc il y a une pompe qui est capable de moduler très rapidement cette pression dans le circuit de freinage et donc de relâcher la force qu'exercent les plaquettes sur le disque de manière à être pile au moment, mais pile, hein, au point où on commence à glisser. Hein, c'est-à-dire que la roue doit continuer à tourner
pour pouvoir diriger le véhicule, mais il ne faut pas non plus trop relâcher la pression parce que sinon votre distance de freinage va augmenter. C'est pour ça que vous voyez cette roue qui bloque, qui se remet à tourner, qui bloque, qui se remet à tourner. C'est le genre de vibration que vous percevez aussi au niveau de la pédale quand l'ABS se déclenche. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, hein, si vous freinez à fond sur du verglas, hein, ça vibre au niveau de la pédale. C'est justement l'action de ce correcteur qui est de type bam-bam et qui va chercher en permanence le point de glissement. Et on peut raffiner ce concept. Et ça, c'est l'ESP. Donc là, il n'y a pas de son. Hein, enfin, je crois. Si. Il y a du son. Au cours des situations de conduite de tous les jours, le véhicule est soumis à des forces latérales. Si l'on roule un peu trop vite ou si l'on donne un brusque coup de volant, ces forces peuvent déstabiliser le véhicule. Le contrôle dynamique de trajectoire ESP s'oppose à cette tendance dès son apparition. À cet effet, il intervient sur les freins, éventuellement sur le moteur et même aussi sur la boîte de vitesse. L'ESP comprend les composants suivants. Un capteur de vitesse au niveau de chaque roue. C'est les mêmes que pour l'ABS. Il mesure la vitesse de rotation du véhicule autour de son axe vertical. Ça, c'est les mêmes gyros que vous avez maintenant dans vos smartphones. Le capteur d'angle de volant enregistre le souhait de braquage du conducteur. À partir des signaux des capteurs, le calculateur détermine l'instant et le mode de désintervention. Le groupe hydraulique fait monter et baisser la pression de freinage au niveau des freins de roue. Que se passe-t-il lors de la première manœuvre de braquage? Le conducteur doit obliquer rapidement vers la gauche. Le capteur d'angle de volant signale cette manœuvre au calculateur ESP. Le capteur de lacet signale toutefois que le véhicule tente à sous-virer, c'est-à-dire qu'il glisse tout droit sur l'obstacle. En quelques fractions de secondes, l'ESP freine très vite et très énergiquement la roue arrière gauche. Cela produit la contre-force voulue et le véhicule suit alors l'attente du conducteur. Que se passe-t-il en cas de contre-braquage? Au moment du contre-braquage, pour rester sur la voie de gauche après la manœuvre d'évitement, le véhicule tente à survirer, c'est-à-dire que sa partie arrière risque de chasser vers la gauche. Le couple de rotation vers la droite est plus fort que celui souhaité par le conducteur. Dans ce cas, l'ESP freine alors la roue avant gauche. Le couple de rotation diminue. Au lieu de partir en dérapage, le véhicule reste stable grâce à l'ESP. Alors, c'est un peu comme si vous aviez 4 pédales de frein. Hein. Si vous pouviez freiner individuellement chaque roue, hein, mais évidemment en situation d'urgence comme ça, on n'a pas du tout les réflexes, on n'aurait pas du tout les réflexes qu'il faudrait pour stabiliser le véhicule. Donc là, c'est un calculateur qui s'en charge et réactualise la pression du groupe hydraulique, là, qui est mentionné, 1000 fois par seconde. Donc autant dire que ça réagit très très vite. Alors on va maintenant voir un autre véhicule terrestre qui va être étudié lors du TP, hein, qui est le Segway. Donc là on voit la version grandeur nature. Vous allez fabriquer un petit Segway comme ça de cette hauteur-là en Lego Mindstorm. Et le but du TP de 8 heures va être de stabiliser ce robot. Donc dans cette vidéo, on présente le concept hein, du Segway. Qu'est-ce que c'est que ça là? Since its unveiling in 2001, the Segway has captured our imagination and pointed to the future of transportation. That's because this machine seems intelligent, impossibly keeping us balanced while mysteriously reading our intentions when we want to move, stop, and turn. No, it's not magic. But that doesn't take away from the cool stuff that goes on inside when you ride this thing. Let's see how it works. The Segway is an electric scooter with lateral wheels.
So it's a machine that has to copy what we bipedal humans do and learn to stay in balance. As you lean forward, gravity wants to take you down. And it would, except the Segway's wheels automatically pick up speed to keep the platform beneath you. Same goes for reverse. Lean back, and that's where you go. The wheels have to spin in that direction to keep you from hitting the ground. Even when keeping it stationary, you're really falling forward one moment, backward the next. The wheels keep catching you before you hit the ground. Balance and movement are the same thing on this machine. So how... Bon, alors, pour ceux qui ne savaient pas ce que c'était un Segway, donc cette petite vidéo de rappel, hein, donc c'est un système asservi, un pendule inverse, c'est exactement le système générique, le deuxième présenté au début de cette intro, avec un capteur de verticalité qui mesure l'angle du bras du Segway et aussi l'angle de la personne qui est debout sur le Segway en même temps. Et lorsque cet angle s'écarte de la verticale, il y a une commande qui est envoyée au moteur des roues de manière à contrecarrer le basculement. Alors le Segway, c'est quand même... bon, il faut pas, disons qu'il y a un aspect sécurité hein, qui est assez important pour ce moyen de locomotion. Un Segway peut aller jusqu'à 20 km/h, me semble. Donc si jamais la commande numérique plante, hein, une chute à 20 km/h avec je sais pas, un environnement où vous avez des objets durs, ça peut être problématique. Hein. Donc tout est redondant, les capteurs sont redondants, même les bobinages des moteurs sont redondants, l'électronique de puissance est redondante, les calculateurs sont redondants. Donc on est dans une technologie qui s'apparente à la technologie que vous avez dans l'aéronautique, hein, où il y a une redondance des capteurs et de certains actionneurs en cas de défaillance. Bon, ça a aussi un coût, hein. C'est le haut de gamme. Maintenant vous avez des hoverboards chinois là, qui prennent feu d'ailleurs, certains, et où là, évidemment, on ne peut pas faire de miracle, hein. C'est des prix beaucoup plus bas. Hein. Pour vous donner un ordre de grandeur, hein, le Segway, c'est je pense que c'est dans les 6 000 €. Le remplacement de la batterie, c'est 2 000 €. Le hoverboard, je pense, bon, c'est dans la gamme quoi, des 500 €. Hein. Donc vous n'avez pas l'argent pour la redondance. Hein. Maintenant, ça ne va pas aussi vite non plus. Hein. Donc... alors l'ironie, c'est qu'un des inventeurs du Segway est mort sur son Segway. Mais c'était pas un défaut du calculateur. C'était une prise de risque inconsidérée. Il a fait du Segway au bord d'une falaise. Là, il faut vraiment avoir confiance dans l'appareil, quoi. Mais bon, là, c'était apparemment un peu too much. Alors on passe dans le domaine industriel, celui qui va potentiellement vous intéresser en tant qu'ingénieur. Et dans le domaine industriel, le système commandé par calculateur le plus complexe, c'est le robot. Et là, parmi les robots, il y en a des plus ou moins compliqués. Là, je vous ai présenté une chaîne de production qui utilise des robots parallèles. Les robots parallèles sont les plus compliqués à commander. Avec là une commande numérique très non linéaire. On a des techniques pour la linéariser aussi, mais c'est des techniques avancées qui nécessitent la bonne connaissance, la bonne maîtrise du modèle du robot pour aller le plus vite possible. Donc là, vous avez la première vidéo que je vais vous passer, là, c'est un flex picker de ABB, qui est un robot de pick and place. Hein, c'est une des tâches les plus classiques, courantes dans l'industrie. On prend un endroit, on dépose à un autre endroit et on fait ça le plus vite possible. Le flex picker était un des robots les plus rapides jusqu'à il y a peu. Il a été détrôné entre-temps par le Adept Quattro, qui a exactement la même structure mécanique, hein, mais qui est un peu mieux fait, quoi. Et là, c'est dans l'industrie agroalimentaire. Ce flex picker vient prendre des croissants qui sortent d'un four, qui sont positionnés n'importe comment sur un tapis roulant.
et qui vient les mettre toujours dans la même position sur un autre tapis roulant. Ça, c'est vraiment une application typique dans le domaine industriel. Et pour reconnaître comment sont orientés les croissants qui sortent du four, il y a une caméra qui mesure l'angle et la position de chaque croissant et qui commande la batterie de robot là, pour aller les chercher au bon endroit, quoi, et dans la bonne orientation. Donc là, c'est une commande numérique qui monte d'un cran en gamme, parce que vous avez aussi la vision. Là, vous avez un nouveau capteur numérique qui est la caméra. Donc l'ordinateur, il doit non seulement traiter des capteurs classiques, des codeurs, des capteurs de courant, des capteurs de vitesse, il faut aussi qu'il traite l'image. Et traiter l'image, c'est beaucoup plus compliqué. C'est comme la voiture autonome, c'est beaucoup plus compliqué que traiter un capteur classique. Oui. D'abord là-bas. Attends, j'ai juste coupé le bruit là. Oui. Il y en a deux qui sont un peu superposés l'un sur l'autre, il arrive à détecter. Ou il prend les deux sans faire exprès. Je pense que dans ce cas-là, il prendra les deux sans faire exprès. Mais bon, comme c'est des croissants, ça porte pas trop à conséquence. Maintenant, si c'est des objets un peu plus durs dans l'industrie, oui, ça peut casser le robot, ce genre de truc. Casser les pièces ou casser le robot, ça dépend qui est le plus solide. Ah non. Ah, il y a 30 ans, on ne savait pas faire ça. Ça a 10 ans. Grand max. Ah oui, non, mais c'est une vidéo qui a 10 ans, je vous dis. Entre-temps, c'est le concept. Entre-temps, on l'a fait, pourquoi? Pour des hamburgers, j'ai vu ça plus récemment, pour l'industrie du chocolat, pour l'industrie pharmaceutique, maintenant, pour faire du pick and place de médicaments. Non, mais c'est pas que dans le domaine industriel, je ne dis pas qu'on ne sait pas faire, je dis que c'est par rapport à ce que je vous ai montré jusqu'à présent, c'est plus compliqué parce qu'il y a la vision. C'est une commande numérique qui exploite une information bidimensionnelle, avec un flux de données qui est beaucoup plus important. Traiter le flux d'une caméra, c'est des mégaoctets par seconde. Alors que traiter l'information d'un simple capteur de vitesse, c'est un scalaire, quoi. C'est quelques kilooctets par seconde, à peine. Et traiter ça en temps réel, c'est beaucoup plus compliqué quand on a une caméra. Mais on sait faire, oui, non, il n'y a pas de souci. Ce qu'on ne sait pas faire encore trop bien, c'est de... La R&D là-dedans, alors la R&D, c'est dans les algos de vision. Et quand on est roboticien, c'est faire la commande du robot pour qu'elle soit la plus dynamique possible. Récemment, sont apparus dans les contrôleurs de robots des fonctionnalités liées à la dynamique. On peut même programmer la matrice d'inertie de la charge, de manière à optimiser la trajectoire du robot, qui tienne compte de la charge. Non. Sur le drone, c'est un simple PID numérique. Même le petit, là. Ça va pas très loin. Alors le modèle, il est plus simple parce qu'on commande de manière astucieuse les rotors. C'est parce qu'ils sont contrarotatifs que le modèle est plus simple. Il se simplifie. Et il suffit d'un PID numérique pour faire la stabilisation. Ça marche très très bien. Ça, pour le coup, ça marche très bien. C'est pas un système qui est instable comme une fusée, quoi, par exemple, ou alors qu'il y a des modes oscillants ou des choses vraiment pathologiques. Avec un PID, on y arrive très très bien. Bon, là par contre, c'est pas un PID qui tourne pour le robot. C'est quelque chose de plus compliqué. Je pense qu'ils font un découplage non linéaire, donc c'est quelque chose qui va linéariser un modèle qui est extrêmement non linéaire. Donc c'est pour ça qu'il faut connaître absolument toutes les caractéristiques mécaniques des pièces en mouvement, dont la matrice d'inertie de la charge. Si la charge est significative. Ici, les croissants, c'est négligeable. Là, je te parle plutôt par exemple, une portière de véhicule. C'est large, ça a une inertie colossale. Tu fais porter ça à un robot, ça altère son mouvement significativement. Donc si tu ne le programmes pas dans le contrôleur de robot, tu risques d'avoir des trajectoires qui sont légèrement à côté. Pour peu que tu passes à ras d'une structure lors de ta trajectoire, tu risques de taper. Concrètement, c'est ça.
Bon, alors application d'avenir. Nous, on a pas mal travaillé dans le labo, hein, donc on fait de la robotique et de la commande par vision, hein, d'où aussi la dernière vidéo. On a utilisé beaucoup de commandes numériques dans le domaine médical, et moi j'ai travaillé pendant un certain temps sur la chirurgie cardiaque robotisée, où on a là des asservissements par vision qui sont plus évolués encore que ce que vous avez vu avec les croissants là, qui mesurent à 500 Hz avec une caméra rapide la position d'un cœur de manière à le suivre. Hein. L'idée c'est de stabiliser, de compenser le mouvement relatif d'un cœur par rapport à un outil, de manière à ce que le chirurgien ait l'impression d'opérer sur un cœur stabilisé, alors qu'en fait il bat. Hein, et de laisser au robot, au système robotisé, à la commande numérique, la charge de suivre le cœur. Voilà ce que ça avait donné. Alors pour le cœur, l'idéal, bien sûr, ce serait un jour que le robot, 10 ans en exclusivité, nous révèle le prototype. Bon, en matière de robots, de nombreuses équipes dans le monde travaillent sur la chirurgie cardiaque. En exclusivité, voici un prototype là, vous avez qui reproduit les battements de notre cœur. 500 Hz. Et là, vous avez le simulateur. Toutes les opérations possibles et imaginables. Alors, vous avez le simulateur de... On l'a fait in vivo, hein, je ne vais pas vous montrer les images de cochon, on l'a fait sur un... Ça reproduit le mouvement d'un cœur qu'on a enregistré, et ça c'est le simulateur de l'outil de chirurgie. La caméra regarde tout ça, hein, cette scène, et 500 fois par seconde traite l'image, donc extrait les primitives de l'image, calcule la position relative de l'outil par rapport à la cible, et envoie les commandes aux 6 moteurs du robot, de manière à ce que le robot suive parfaitement cette cible. Et vous voyez que ça suit parfaitement. Ça suit parfaitement parce que ça l'a appris. Quand on a un calculateur, les possibilités sont infinies. La créativité n'a pas de limite en termes de correcteurs, alors qu'elle était extrêmement limitée avec les correcteurs analogiques. En dehors de l'ampli-op, de la résistance et de la capa, avec ça, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Avec la commande numérique, vous pouvez faire des correcteurs qui apprennent. Un cœur, ça bat toujours de la même façon. Donc on peut apprendre le cycle, apprendre de l'erreur qu'on a faite au précédent cycle pour l'améliorer au cycle suivant. Ça s'appelle de la commande répétitive. Accessible uniquement en commande numérique. N'espérez pas faire ça avec un PID, non, ça de toute façon pas, mais surtout pas en analogique. Alors... bon, sinon, il y a également le médical, évidemment, il y a pas mal d'activités en robotique médicale, il n'y a pas que ça, hein, mais il y a systématiquement quelque part un calculateur dans la boucle. On a une start-up qui a été créée suite à nos activités, qui s'intéresse par exemple à la stimulation magnétique transcrânienne, où le robot doit suivre des sillons corticaux et corriger le déplacement de la tête du patient. Ça, c'est une commande numérique aussi avec retour visuel. Dans les autres domaines d'avenir, il y a ce qu'on appelle l'ingénierie durable, l'ingénierie propre ou green engineering, qui consiste à revisiter les commandes numériques existantes pour qu'elles soient plus respectueuses de l'environnement. C'est en général assez simple parce qu'il suffit de reprogrammer une chaîne de production, un automate programmable par exemple, pour diminuer la consommation d'énergie, diminuer le rejet de polluants, hein, parce qu'au moment de la conception, parfois au moment de la conception de ce système, ces critères-là n'étaient pas prédominants. Maintenant qu'ils le sont, il y a des normes de plus en plus contraignantes aussi qui imposent des limites au rejet. Il y a aussi des labels qui permettent de peut-être mieux vendre son produit si on peut prouver par un label que c'est respectueux d'une certaine charte. Tout ça pousse en fait à repenser certaines chaînes de production, et parfois ça consiste juste à reprogrammer la commande numérique de certains systèmes. Et utiliser par exemple une commande optimale qui va optimiser. Alors là, en l'occurrence, le critère pourrait être l'émission de CO2 ou autre chose. Alors, le programme de cette deuxième partie.
Donc maintenant, on va utiliser les concepts théoriques qui ont été vus dans la partie de Madame Barre. Et on va voir le package minimum nécessaire pour l'ingénieur. Voilà, ça fait partie, à mon avis, de la culture générale de base, même pour ceux qui veulent faire de la physique. Alors, on va s'intéresser au cœur du problème. Tous ces outils mathématiques n'ont qu'un seul objectif: programmer un correcteur. Alors je dis programmer un correcteur, c'est pas le fabriquer, c'est le programmer. Au bout de ce processus que je vais vous expliquer là, il y aura un code. Je vais vous donner d'ailleurs le code du correcteur PID, je vais vous l'expliquer. Le code C. Donc ça c'est l'objectif de cette partie. Et on va voir les quelques moyens de base pour synthétiser ce correcteur. Alors, le premier moyen, c'est celui de l'ingénieur pressé, celui qui n'a pas envie de s'emmerder avec la transform Z, et qui a retenu le cours de l'année dernière quand même, de M. Bay, et il y a un moyen magique qui consiste à faire un changement de variable. Donc, il sait comment synthétiser un correcteur en S, mais bon, il n'a pas envie d'utiliser d'Ampioc. De toute façon, son boss, il ne va pas vouloir, parce qu'actuellement, on ne fait plus comme ça. Il y a toujours un microcontrôleur dans un système et on peut l'utiliser pour, entre autres, faire de la commande numérique. Donc il n'a pas le choix et il est embêté. Donc, comment il va faire le programme qui correspond à ce C2S qui s'est synthétisé avec le cours de l'année dernière? Eh bien, il y a un moyen, c'est le changement de variable. Mais on va aussi voir que ce moyen est extrêmement limité. Et on va voir ses limitations. Et on va voir pourquoi il ne faut pas faire ça. Mais je vous le dis quand même, parce que parfois, si on n'a pas de contraintes particulières, si on veut rapidement faire un truc qui marchote, on va dire, on peut utiliser cette méthode. Très rapidement, on va passer au correcteur phare de la commande numérique, le PID numérique. Donc je vais vous l'expliquer celui-là en long, en large, en travers. Dans tous ces détails, enfin, presque tous ces détails, avec ces raffinements aussi qui sont très utiles. Je vais vous parler d'autoréglage des PID, parce que sur des automates actuels, vous avez le bouton magique, vous avez aussi sur des OCO, je ne sais pas si vous l'avez déjà utilisé, celui-là, le Auto-Tune, qui ne marche jamais. On est d'accord? Auto-Tune sur un OCO, ça ne marche jamais. Si, ça marche. Ça marche maintenant. Ouais, non. Alors, en général, il se synchronise sur pas sur le signal que vous voulez, quoi. Sur le bruit, par exemple, il suffit que vous ayez un bruit à fréquence constante, il se synchronise à deux. Pour la commande, c'est un peu pareil. L'autotune, c'est rare que ça marche bien. Mais je vais quand même vous en parler et je vais vous montrer. C'est ça l'intérêt, pour vous dissuader d'utiliser ces techniques-là, que le genre de réponse que ça fait. Ça devrait vous convaincre. On parlera rapidement du placement de pôle, parce que le placement de pôle c'est déjà un peu plus évolué, c'est peut-être une introduction à la suite, donc là je vais un peu le survoler. Mais c'est quand même la technique qui découle du lieu d'Evans. Evans, on nous a quand même rabâché les oreilles depuis l'année dernière. En numérique, c'est pratiquement pareil qu'en analogique. C'est ça qui est pratique avec Evans. C'est les mêmes règles, pas presque. Sauf la règle qui calcule la limite de stabilité. Ou au lieu du critère de route, on utilise le critère de Géry. Mais à part ça, il n'y a rien qui change. Ah si, le domaine de stabilité aussi. C'est un disque unité, alors que l'année dernière, c'était un demi-plan des parties réelles négatives. Mais bon, c'est le même concept. Et je finirai, si j'ai le temps, c'est pas super important non plus, par introduire un nouveau critère de robustesse. Vous avez vu l'année dernière la marge de phase, la marge de gain. Et on verra un nouveau critère qui est utilisé en commande avancée. Voilà le programme. Si vous voulez en savoir plus, je commence par la bibliographie. Tous ces bouquins sont à la bibliothèque. Je vous conseille particulièrement tous les bouquins de Eric Ostertag, qui est un ancien prof d'automatique et qui était un grand, qui est toujours, il n'est pas mort, qui est un grand pédagogue. Enfin, il n'enseigne plus, donc il faut quand même mettre l'imparfait.
et qui a pondu un certain nombre de bouquins qui sont très très bien faits. Hein. Et l'avantage par rapport à ce cours-là, c'est que ça reprend les mêmes notations, donc vous ne serez pas dépaysé si vous ouvrez un bouquin de Sortag. Bon, bah ça, c'est si vraiment vous êtes intéressé par le domaine, parce que normalement ce cours est autosuffisant. Ça devrait l'être. D'ailleurs, je suis en train de l'enregistrer parce que j'ai eu des demandes par rapport au conseil de perche, je parle du conseil d'école. Non, conseil d'école. Ah, bref, le cours sera en ligne sur ma chaîne YouTube. Oui, j'ai une chaîne YouTube. 2500 abonnés. Abonne-toi. Alors, sinon, vous avez des auteurs, c'est des auteurs francophones. Hein. Il y a également des Suisses qui ont fait des bons bouquins, donc Roland Lauchamp notamment. Hein. Vous pouvez jeter un œil. C'est d'autres notations, donc là, il va falloir un peu s'adapter. Si vous maîtrisez la langue de Shakespeare et ou si vous la préférez, voici les références un peu plus avancées là pour le coup. Hein, ça c'est vraiment si vous êtes très intéressé par le domaine, hein, là une liste complète de tous les ouvrages de référence. Hein. Bon alors c'est des dates qui sont un peu anciennes, mais c'est un domaine qui est tellement établi. Hein, je veux dire, on ne va pas réinventer le domaine tous les ans. Hein, c'est stable, hein, ça va, hein, ça bouge plus. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Alors, sur ce schéma-là, je vais passer un peu de temps sur ce schéma-là pour vous rappeler le vocabulaire de l'automatique, hein, parce qu'on peut très facilement faire des confusions fatales. Donc, je préfère là asseoir un peu les notions sur ce transparent. Donc, tout d'abord, on est dans le domaine de la commande numérique. Donc, il y a un calculateur. Donc là, vous repérez la boîte pointillée verte. C'est tout ce qu'il y a dans l'ordi. Tout ce qui est dans le vert, là, c'est dans l'ordinateur. Il y a des choses qui sortent, il y a des choses qui rentrent. Là, ça sort, là, ça rentre. Ça, c'est les interfaces de l'ordinateur. Quand ça sort, c'est en général une interface de type convertisseur numérique analogique. On passe du monde numérique au monde analogique via un CNA en électronique. Un CNA en électronique, vous l'avez vu, je pense, non? CNA. Ça s'appelle un buzz en langage automatique. Il est l'acronyme de bloqueur d'ordre 0. Et en anglais, sous MATLAB qui parle en anglais, hein, ça s'appelle ZOH, Zero Order Hold. Tout ça, ça veut dire convertisseur numérique analogique. C'est une interface qui passe du monde numérique, votre programme, et qui permet d'envoyer des tensions analogiques au système, de commande. De l'autre côté, ça rentre. Et là, vous avez un interrupteur, ça c'est le symbole standardisé, hein. Tout le monde utilise ça, pour un échantillonneur. Et un échantillonneur en électronique, ça se traduit par un convertisseur en général, convertisseur analogique numérique. On convertit une grandeur de tension analogique, hein, par exemple, en grandeur numérique. Alors tout à l'heure, je vous parlais de commande par vision, où le capteur était une caméra. Et je vous disais, ça c'est le degré ultime de la commande numérique. Et bien une caméra, c'est aussi un échantillonneur. C'est un échantillonneur qui en général n'est pas idéal. Parce qu'on intègre la lumière analogique pendant un certain temps, le temps d'exposition. C'est un convertisseur, un échantillonneur non idéal, mais qui se modélise très bien. Et à un moment, il y a aussi un interrupteur. C'est la période de l'image, liée au frame par seconde. Hein, donc tout peut se modéliser avec ce schéma générique, même une commande par vision. Alors, on va d'abord voir ce qu'il y a à l'extérieur avant de décortiquer le reste de ce qu'il y a à l'intérieur de l'ordinateur. Donc vous voyez, vous notez que tout ce qui est à l'intérieur de l'ordinateur, c'est des transfos en Z. Tout ce qui est à l'extérieur de l'ordinateur, c'est des transfos de la place. C'est logique. Le monde dans lequel on vit est continu. Hein, on n'est pas en temps discret, on est en temps continu dans le monde physique. Donc là, on est dans le monde physique.
Donc tout ce qu'on cherche à modéliser là, qui correspond au système, le G2S ou au capteur H2S, c'est continu, donc ça ne peut pas se modéliser en Z. On peut éventuellement le modéliser en Z si on ne s'intéresse qu'aux instants d'échantillonnage, mais dans le modèle normal, on va dire, pour ces systèmes, c'est un modèle en S. Alors G2S c'est le système, H2S ça peut modéliser le capteur. Un capteur peut avoir une bande passante, un filtre, se comporte comme un filtre. Donc ça on peut éventuellement le modéliser par H2S. Et puis vous voyez vous avez deux sommateurs là, un qui injecte du delta U de T et un autre qui injecte du V de T. Ça c'est des perturbations. Sur un système réel, il y a toujours du bruit. Il peut y avoir un offset sur le convertisseur numérique analogique, on est déjà dans le monde analogique là. Les étages de sortie du CNA, c'est déjà, on est déjà à l'extérieur de l'ordinateur, hein, donc dans le monde analogique, il peut y avoir un offset. Eh ben, on peut en tenir compte avec ce delta U de T. Un capteur peut avoir du bruit. Il y a des capteurs qui sont très bruités. Un capteur de température, en général, est assez bruité. Hein. Donc il faut le filtrer, et ça c'est fait parfois directement dans le capteur, et on peut en tenir compte avec cette fonction transfert-là. Ok, donc ça c'est l'extérieur. Alors le Y c'est la sortie, hein, c'est la grandeur qu'on cherche à servir. Et le reste de ce qu'il y a dans l'ordinateur, donc un comparateur. Ça c'est le cœur de l'asservissement. Qu'est-ce qu'on compare? On compare ce qu'on veut à ce qu'on a. Ce qu'on veut, c'est ce qui rentre là. Ce qu'on a, c'est ce qu'on a mesuré là. On fait ce qu'on veut moins ce qu'on a, et ça donne la différence par rapport à ce qu'on veut. Et cette différence-là, on va l'injecter dans un correcteur qui va la modifier, et dynamiquement, hein, qui va faire un filtre numérique, et le résultat de ce filtre va être envoyé au système. Alors évidemment, on ne peut pas faire n'importe quoi. Toute la difficulté, c'est de synthétiser correctement ce C, et c'est l'objectif de ce cours. Alors vous noterez aussi un F2Z qu'on ne va pas utiliser dans ce cours, mais qui est utilisé pour ceux qui choisiront commande numérique comme cours optionnel. Il est possible de pré-filtrer ce qu'on veut, hein, parce que ce qu'on veut c'est ça. Et ce qui sort au niveau du comparateur, c'est éventuellement ce qu'on veut filtrer. Et en pré-filtrant ce qu'on veut, ça peut ajouter des termes qui sont dits feed-forward, d'anticipation, de commande prédictive. Ça, c'est les différentes déclinaisons, plus ou moins compliquées d'ailleurs, pour améliorer encore la qualité de l'asservissement. Mais encore une fois, pour ce cours-là, bon, j'en parle parce que c'est le schéma bloc générique, mais considérez que ce bloc-là n'existe pas et que ce qu'on veut là est directement injecté au niveau du comparateur. Alors maintenant, la terminologie. R, ça veut dire reference, référence, consigne en français. C'est ce qu'on veut. À ne pas confondre avec U, qui est la commande. On peut très facilement faire la confusion entre la référence, qui est là, et la commande qui sort du correcteur. C'est pas du tout la même chose. Donc le but de ce cours, synthétiser le C et aller même un peu plus loin, écrire le programme qui correspond à cette synthèse. Alors, la synthèse de C suit un certain nombre d'objectifs qui sont souvent précisés par un cahier des charges. Donc l'ingénieur automaticien reçoit des directives, d'ailleurs, sous forme de cahier des charges. Ce cahier des charges, il faut savoir déjà le décoder, le traduire. Parfois, ça vient d'un service marketing qui vous dit ouais, le disque dur de la concurrence, il va 3 fois plus vite, mais ça n'a pas grand sens, ça, que le nôtre. Il faut faire quelque chose. Donc ça, il faut savoir le traduire en asservissement position angulaire de la tête de lecture qui doit avoir un temps de réponse à 5%, 3 fois plus faible. Voilà. Un exemple. Bon, le disque dur, c'est un peu old school comme exemple maintenant, parce que maintenant, avec les SSD, il n'y a plus de mécanique. Mais bon, ça peut s'appliquer à n'importe quel autre système.
Alors le premier, ce cahier des charges, il y a des choses qui sont tacites dans ce cahier des charges, qui sont implicites, comme la stabilité. On ne va jamais vous demander de faire un système qui est instable. C'est évident. Donc ça, mais pour vous, c'est important de le vérifier. Par exemple, dans l'aéronautique, il faut que la stabilité de l'autopilote soit garantie, prouvée mathématiquement, parce qu'il y a des vies qui sont en jeu. Et cette preuve-là, parfois, elle est difficile à obtenir. Donc la stabilité, ça a l'air d'être automatique, on va dire, sans mauvais jeu de mots, mais parfois c'est très difficile à prouver. La performance, une fois que c'est stable, on cherche à aller en général le plus vite possible. Alors, comme vous l'avez vu là dans la petite vidéo là, du pays des numériques, la rapidité est un élément clé qui peut s'obtenir avec le terme dérivé. Mais on cherche aussi à rejeter le bruit. Donc si par exemple vous avez un régulateur de vitesse pour un véhicule, il ne faudrait pas que ce régulateur de vitesse soit influencé par du vent frontal ou alors par le relief de la route. Ça, c'est les perturbations. On ne les connaît pas à l'avance. À moins qu'on ait un GPS, on pourrait éventuellement les connaître, mais ce type de régulation n'utilise pas le GPS. Donc va subir des perturbations, on est dans une descente, ça va m'accélérer, mais il faut que je freine à ce moment-là, il faut que je réagisse assez vite à cette perturbation-là, de manière à ce que je ne me fasse pas flasher au radar qui se situe en bas de la pente. Et donc ça fait partie du cahier des charges. La réaction, le temps de réponse à une perturbation. Alors il y a aussi la précision là, dans les performances, et il y a la robustesse, parce que les systèmes sont susceptibles de varier au cours du temps. Par exemple, un avion décolle réservoir plein au niveau du sol, avec la pression du sol, et en régime de croisière, il est à 10 000 mètres. Les réservoirs à la fin du régime de croisière sont quasiment vides, donc beaucoup moins de masse. Et le fait d'être en altitude fait que le comportement aérodynamique change. Donc là, vous comprenez que c'est un système déjà très non linéaire, mais surtout qui varie dans le temps. Et il faudrait, et je vous ai dit que pour l'aéronautique, il faut que garantir la stabilité du système, même lorsque ces paramètres varient. Et donc là, on parle de robustesse. Il faut que la commande soit robuste. Et ça peut se modéliser, se quantifier. La marge de stabilité fait partie d'un des critères, c'est un des critères de robustesse. Alors, quels sont les outils pour ces différents objectifs ? Pour la stabilité, vous connaissez deux outils en numérique. Le critère de jury, c'est un outil binaire qui va vous dire vrai, faux, si c'est stable ou pas stable. Mais ça ne vous dit pas combien je suis stable, si je suis stable, ou combien je suis instable, si je suis instable. Pour quantifier le degré de stabilité, il faut un critère graphique, et le critère graphique en question, c'est le critère de Nyquist. Il faut tracer des courbes, et en mesurant la distance par rapport au point critique, on arrive à savoir le degré de stabilité, la marge de stabilité. La performance, pour régler la performance, on a plusieurs outils. Le lieu d'Evans est un bon outil qui permet de régler la position des pôles du système en boucle fermée de manière à ce qu'on se place à un endroit qui va bien. Et on sait dans le domaine de stabilité où est-ce qu'on aimerait aller, parce qu'on sait où c'est rapide, où il n'y a pas de dépassement, où est-ce qu'on a telle bande passante, par exemple. On a le théorème de la valeur finale qui donne le régime permanent. Ça permet de calculer l'erreur en régime permanent. Et on a la simulation, comme Simulink, qui permet a posteriori de vérifier, avant de passer sur le système, que tout va bien.
Ça, il faut toujours le faire, hein, jamais aller directement sur le système, toujours passer par une phase de simulation. Et pour la robustesse, quels sont les outils dont vous disposez? Donc, le diagramme de Nyquist avec la marge de phase et la marge de gain, ça vous connaissez, hein. Ça vous donne une indication sur le degré de stabilité. Et donc, même si les paramètres varient, si vous êtes assez loin du point de bascule entre stable et instable, vous dites, bon, ben, ok, j'ai de la marge. Sans être une preuve, hein. Mais c'est quand même un outil de quantification de combien vous êtes marge, donc quelle marge vous avez, donc c'est une quantification de la robustesse. Et vous pouvez aussi faire ça en simulation, c'est-à-dire simuler des variations de paramètres, hein, artificiellement, vous changez les paramètres dans la plage que vous supposez être la plage de variation, et vous vérifiez que c'est toujours stable, et que ça se comporte à peu près bien. Donc voilà les outils dont vous disposez pour les objectifs de la synthèse. Alors, quelles sont les méthodes pour synthétiser le correcteur? Alors, vous avez des méthodes simples et des méthodes compliquées. Les méthodes simples, j'ai déjà parlé de la transposition de correcteur continu, donc le changement de variable que j'avais évoqué. Le PID qui est un réglage à la main, ultra simple. L'autoréglage de PID, bon, bah là, c'est encore plus simple, mais ça ne marche pas bien, je vous l'ai dit. Placement de pôle, ça marche pour des systèmes simples, hein. Le placement de pôle, vous ne pouvez pas le faire pour du multivariable, vous ne pouvez pas le faire pour des systèmes qui ont plus de 3 pôles. Hein, ça devient ingérable à la main. Le modèle interne, là aussi, c'est une méthode, alors qu'on ne va pas voir là, mais qu'on voit dans le cours optionnel, pour régler automatiquement avec une méthode un peu systématique pour régler le correcteur d'un système stable en boucle ouverte. Et des méthodes algébriques. Le RST, c'est un peu le couteau suisse de la commande numérique des systèmes simples et qu'on voit aussi dans le module optionnel. Et méthode avancée, c'est celle qu'on voit en 3A. Donc la commande optimale qui minimise un critère d'optimalité qui peut contenir ce que vous voulez, comme par exemple l'énergie que vous consommez. La commande robuste qui permet de garantir la stabilité même lorsque des paramètres varient. Et la commande non linéaire qui est adaptée à des systèmes très non linéaires qui ne peuvent pas être linéarisés. Il y en a quand même un certain nombre, comme les robots manipulateurs par exemple. Alors, on va maintenant passer à la méthode de l'ingénieur pressé que j'évoquais tout à l'heure, qui consiste à synthétiser un correcteur comme l'année dernière, et ensuite de lui appliquer un changement de variable et de dire que le résultat du changement de variable, donc le C2Z obtenu, c'est le correcteur numérique qu'on va implémenter. Alors il y a 4 façons de transposer directement un correcteur C2S en C2Z qui sont plus ou moins bonnes, hein. Et parmi ces 4, on va en voir deux parce que celles-là, elles sont vraiment mauvaises, hein. Donc, j'évoque juste leur nom, mais je vous précise qu'elles sont mauvaises. On va voir celle-ci et celle-là. Échantillonnage, blocage et tout de suite transformation bilinéaire. Première méthode, l'échantillonnage blocage consiste à émuler le fonctionnement d'un correcteur analogique par ce schéma bloc. Donc vous avez ici votre correcteur continu que vous avez synthétisé et vous voulez émuler son fonctionnement. C'est comme si vous, je sais pas, dans l'asservissement analogique, vous enleviez l'ampli-op, les résistances, tout ça qui font le CC2S et que vous le remplaciez par ce calculateur en vert là qui fait échantillonnage de la mesure, blocage d'ordre 0 de la mesure, l'envoie virtuellement, hein, c'est le code qui fait ça, hein, virtuellement dans CC2S que vous avez synthétisé, et le résultat est nouveau échantillonné, bloqué d'ordre 0 et envoyé au système. Donc c'est une émulation, hein, par un calculateur d'un correcteur continu. Alors évidemment, cette émulation va bien marcher uniquement si on a une fréquence élevée. Parce que ici, contrairement à là,
c'est pas le même U de T. Ce U de T là va être des successions de créneaux comme ça. La tension va être bloquée pendant la période d'échantillonnage. Donc c'est pas un signal lisse, c'est un signal en échelon comme ça. Donc c'est pas le même. Sachant que c'est pas le même, ça peut pas marcher pareil. Et si jamais vous allez trop lentement, donc vous bloquez trop longtemps les signaux là, ça va vraiment très mal marcher. Ça émule d'autant mieux, comme tous les émulateurs, que la fréquence d'émulation est élevée. Donc ça va surconsommer de l'énergie. Ça c'est le principal inconvénient de toutes ces méthodes-là. Alors le petit point intéressant aussi, c'est que ça conserve la stabilité, parce que le C2Z que vous devriez implémenter dans votre calculateur, il a cette formule, vous la connaissez, hein, c'est l'association d'un bloqueur d'ordre 0 pour un correcteur continu. C'est une formule qui est dans le cours de Madame Barra. Et la formule qui est quand même assez souvent utilisée, c'est 1-z-1 transform Z de C de S sur S. Hein. Ça, c'est l'échantillonnage de l'association d'un bloqueur fois un système continu. L'avantage, là, quand vous faites ce calcul-là, c'est que ça conserve la stabilité. Attention, ça conserve la stabilité du correcteur. Ça veut dire que si vous avez un correcteur continu qui est stable, le correcteur échantillonné équivalent émulé est aussi stable, mais ça ne vous garantit pas la stabilité de la boucle fermée. Et donc par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, si vous échantillonnez trop lentement, ça peut éventuellement déstabiliser la boucle fermée. Mais au moins votre code du correcteur ne contiendra pas de pôle instable. Donc il n'y aura pas de problème de variables qui divergent, quelque chose comme ça. La deuxième méthode qu'on va voir, c'est celle qu'il faudrait privilégier. Hein. C'est la transfo linéaire, et les Anglais parlent de Tustin Approximation. D'ailleurs, sous MATLAB, il y a une fonction qui vous fait ça numériquement, hein, qui s'appelle C2D, C2, chiffre 2, D, pour Continuous to Discrete, et elle admet cette fonction un certain nombre d'options. Une des options s'appelle Tustin. Et l'option Tustin fait ce changement de variable-là. Vous remplacez tous les S par 2 sur TE, Z-1 sur Z plus 1. Facile. Enfin, conceptuellement, c'est vraiment simple. Le TE, c'est la période d'échantillonnage. Alors, en faisant ça, le gros avantage, si vous faites, si vous faites passer à travers ce changement de variable la zone de stabilité en continu, qui est le demi-plan des réels négatifs, là, ce qui est assuré en rouge, par ce changement de variable, ça donne exactement le disque unité. Donc là encore, avec ce changement de variable, vous ne risquez pas d'introduire dans le correcteur équivalent après changement de variable de pôle instable. Si le correcteur continu est stable, le correcteur discret est instable. Le correcteur, il n'y aura pas de pôle instable dans votre C2Z après changement de variable. Alors pourquoi j'insiste là-dessus? Pourquoi est-ce qu'il ne faut absolument pas avoir de pôle instable dans un correcteur? Tout simplement parce que le code qui va calculer ce correcteur qui serait éventuellement instable va diverger. Donc vous aurez des variables qui vont croître exponentiellement, et comme en C par exemple, si vous utilisez des doubles, le maximum du double c'est 1 10 puissance 300, quand ça va dépasser 1 10 puissance 300, ça ne marchera plus. Ça va saturer, donc là, le résultat ce sera du n'importe quoi. Donc il ne faut absolument pas avoir dans un C2Z un pôle instable, ça c'est fondamental. Donc là ça tombe bien. Grâce à ce changement de variable, ça ne risque pas d'arriver. Mais encore une fois, ça ne vous dit pas que la boucle fermée va rester stable. Vous pouvez très bien avoir une boucle fermée stable avec le C2S. Une fois que vous avez fait le changement de variable, et si vous émulez pas assez vite, vous pouvez avoir la boucle fermée en C2Z, corrigée avec le C2Z, qui est instable. D'ailleurs, on va le voir dans un exemple. Je vais montrer que ça se passe mal. Petite remarque sur, justement sur les domaines de stabilité. On peut, par le changement de variable, remplacer le S par la limite de stabilité. Donc,
si vous remplacez S là-dedans par J oméga, qui est l'axe imaginaire, qui est la limite de stabilité entre le demi-plan stable et le demi-plan instable en continu, et que vous rendez le dénominateur réel ici, en multipliant par le conjugué, vous apercevez que déjà la norme est égale à 1, et donc ce complexe-là peut s'écrire exponentielle J avec phi, qui est l'argument de ce complexe-là. Donc l'argument, vous l'obtenez avec la fonction arctangente 2. Vous injectez la partie imaginaire là, donc le sinus, et la partie réelle ici, donc le cosinus. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est l'arctangente 2. Alors l'arctangente 2, c'est comme l'arctangente, mais en plus intelligent. Si vous avez à la fois le sinus et le cosinus, pourquoi faire le rapport entre les deux et perdre ainsi l'information du signe de qui est moins? Par exemple, si vous avez le résultat qui est négatif, vous ne saurez plus si c'est le sinus qui est négatif ou le cosinus qui est négatif. Du coup, vous ne savez plus dans quel cadran se situe l'angle. C'est débile. Si vous avez le sinus et le cosinus, vous savez exactement dans quel cadran vous vous trouvez. Vous savez que arctangente de base a une résolution de moins pi sur 2 à plus pi sur 2. Mais si vous avez l'info de la valeur séparément du sinus et du cosinus, vous en savez bien plus sur la position de l'angle. Et arctangente 2 exploite ça. C'est pour ça qu'il y a deux paramètres. D'abord le sinus, ensuite le cosinus. Évidemment, derrière, ça fait un arctangente, mais ça replace l'angle au bon endroit, dans le bon cadran. Donc ça a une résolution de moins pi à plus pi. C'est ça qu'il faut utiliser. C'est implémenté dans toutes les libs. Libmat en C, à arctangente 2, tous les langages ont arctangente 2, même certaines calculatrices. Et donc là, quand vous faites varier oméga de moins l'infini à plus l'infini, vous avez un phi qui décrit exactement le cercle unité. Donc la limite de stabilité en S se transforme en la limite de stabilité en Z. Autre petite remarque intéressante, que devient un effet intégral par ce changement de variable? Donc vous remplacez S par le changement de variable dans 1 sur S c'est l'intégrateur, vous obtenez ça. Et ensuite, vous calculez l'équation aux différences, vous appliquez le théorème du retard entre l'entrée et la sortie de ce bloc-là, qui émule l'intégrateur, et vous obtenez ça. Ça, c'est l'équation aux différences correspondant à ça. Et là, qu'est-ce que vous apercevez? Que la nouvelle valeur de I de t, donc la nouvelle valeur de l'intégrale, mettons ici, est égale à l'ancienne valeur au pas précédent de l'intégrale, donc de là jusque là, toute cette surface, plus t sur 2, x de t, plus x de t moins te, ça fait quoi? Ça fait la surface du trapèze. Donc, ce changement de variable émule un intégrateur par la méthode des trapèzes. Alors, c'est pas parfait, mais c'est quand même mieux que la méthode des rectangles. Les deux là que je n'ai pas évoqué, j'ai dit que vous étiez tellement merdique qu'on n'en parle même pas. C'est la méthode des rectangles. Donc là, on commet une erreur colossale. Au moins avec Tustin, on fait la méthode des trapèzes. Et bon, c'est pas parfait parce que évidemment là, il y a une courbure, on va commettre une erreur sur l'intégrale, mais c'est mieux que les deux autres. Il y a une question? Non. Autre petite remarque liée au retard. Vous savez qu'il y a un retard pur en discret d'un pas d'échantillonnage, c'est z à la puissance moins 1. Donc, z-1, opérateur de retard d'un pas d'échantillonnage. Il y a deux pas d'échantillonnage de retard, c'est z à la puissance moins 2. En continu, c'est exponentielle moins la valeur de retard fois s. C'est pareil. Ça, c'est en continu, ça, c'est en discret. Et bien, quand vous faites développement de Taylor à l'ordre 1 de l'exponentielle, vous obtenez ça. Ça, vous pouvez l'écrire comme ça. Développement limité à l'ordre 1 de l'exponentielle, de ces deux exponentielles, vous obtenez ça. Et ça, c'est exactement la transfo bilinéaire de z à la puissance moins 1.
Donc c'est une approximation au premier ordre. Et finalement, les deux trucs là se rejoignent. Hein. Approximer une courbe par sa tangente, hein, ou alors faire une approximation au premier ordre, c'est le même ordre d'idée. Donc un retard sera approximé par cette approximation-là de Tustin par un premier ordre. Et on néglige tous les ordres plus élevés. Bon, je pense que là, on a fait le tour là pour Tustin. Conclusion. Donc, vous faites la synthèse avec les méthodes de l'année dernière. Vous utilisez les Evans de l'année dernière, hein, si vous voulez. Vous avez un C2S au bout. Vous pouvez même utiliser Bode avec les histoires de marge de phase. Hein. Voilà. Vous avez un C2S, mais vous avez un calculateur pour implémenter ce correcteur. Donc, il faut convertir ce C2S en C2Z. Et là, je vous conseille d'utiliser, si vraiment vous voulez faire ça, je vous conseille, la meilleure méthode pour faire ça, c'est ce changement de variable-là qu'on vient de voir, la transform linéaire ou Tustin approximation. L'inconvénient, c'est qu'on commet une approximation. Hein. L'approximation pour un intégrateur, c'est de considérer que l'air, c'est la somme des trapèzes, alors que manifestement, c'est un peu plus compliqué que ça. Et vous comprenez aussi que plus la période d'échantillonnage est grande, plus cette approximation de l'air, là, du trapèze, hein, sera grossière. Donc, c'est des méthodes qui surconsomment du temps CPU. Vous devriez faire tourner votre calculateur beaucoup trop vite pour avoir une qualité d'émulation correcte. Et ce qu'on va voir la prochaine fois dans des exemples, c'est qu'on peut faire beaucoup mieux avec une synthèse numérique directe, sans faire ces approximations-là de l'ingénieur passé, beaucoup mieux avec une période extrêmement plus faible, hein, du genre, il faut 100 Hz de fréquence d'échantillonnage pour faire ça, alors que normalement, pour faire beaucoup mieux, on pourrait le faire à 5 Hz. Ça, c'est l'exemple du TP. La chaufferette, là, on fait beaucoup mieux à 5 Hz avec une synthèse numérique directe qu'avec cette méthode-là à 100 Hz. Donc entre 5 Hz et 100 Hz, hein, vous avez un processeur qui consomme 20 fois plus d'énergie, hein, parce qu'il doit tourner, il doit faire 20 fois plus d'itérations par seconde. Et donc une batterie, si mettons c'est un smartphone, hein, qui va s'user beaucoup plus vite. Donc actuellement, le critère énergétique, même pour des systèmes non portables, hein, est important. Hein. Donc c'est vraiment pour l'ingénieur qui n'a pas d'autre choix. Et au final, ça donnera forcément un système moins bien. Et la concurrence, s'il maîtrise la commande numérique, donc la synthèse directe, pourra l'implémenter proprement. La seule différence, ça sera le code. Le code, ça coûte rien. Ça coûte juste du cerveau d'ingénieur. C'est pas rien, en fait. Parce qu'on a un mauvais ingénieur et un bon ingénieur, le salaire n'a strictement rien à voir. Mais si c'est dilué sur des millions d'exemplaires, ça vaut le coup. Oui, la synthèse ne prend pas en compte le bloqueur. Hein. Dans cette émulation, vous n'avez pas l'effet du bloqueur, qui a un effet retard, hein, parce qu'on bloque pendant la période d'échantillonnage, donc on retarde la mise à jour de la commande. Le correcteur numérique sera forcément moins bon, hein, que le correcteur analogique. Alors après, avec une synthèse directe, on va en voir à la fin, on ne commet pas d'approximation. Et donc les performances du correcteur numérique tendent vers celles du correcteur analogique lorsque la période tend vers 0. Ok, donc la prochaine fois on verra toutes les déclinaisons du correcteur numérique, du correcteur PID numérique, hein, et notamment on va commencer par passer la forme analogique du PID par Tustin. Et on va regarder ce que ça donne. Et après, je vous donnerai les autres formes, la forme standard du PID numérique, et on va un peu voir quels sont les raffinements de ce corps. On va rester là pour ce soir.